Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo relative à la deuxième partie du chapitre du système de rémunération. Nous avons vu lors de la séance précédente la définition de la rémunération, les différentes composantes de la rémunération globale, les objectifs principaux d'une politique de rémunération, les fondements d'un système de rémunération, et nous nous sommes arrêtés au niveau du pilotage de la masse salariale et plus précisément au niveau des différentes composantes de cette dernière. Donc à titre de rappel, nous avons défini la masse salariale comme étant l'ensemble des charges directes et indirectes imputées au coût du travail, donc à savoir les frais de formation et d'apprentissage, les salaires bruts versés correspondant ou non à un travail effectif, les charges liées à divers chapitres de l'action sociale, les charges fiscales assises sur les salaires et finalement les indemnités et les primes non imposables et non soumises à cotisation. Alors nous allons voir nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo les différents facteurs impactant l'évolution de la masse salariale. Donc, comme je viens de le dire, le niveau de la masse salariale ainsi que son évolution sont le résultat de plusieurs facteurs. Donc ces facteurs-là peuvent être soit internes, soit externes à l'entreprise. Certains affectent la composition de la population salariée de l'entreprise, et là on parle des évolutions en quantité et en qualité, à savoir les évolutions d'effectifs par catégorie. Il s'agit ici des variations des effectifs de chaque catégorie de salariés. Donc, ces variations sont dues à des mouvements d'entrée et de sortie. Donc, des mouvements d'entrée, c'est des embauches, des recrutements, de sortie, c'est les licenciements, les départs à la retraite, les départs volontaires, etc. Nous avons les changements de qualification. Les changements de qualification, ce sont les évolutions du niveau de qualification des salariés liées aux promotions, aux avancements, etc. Et finalement, nous avons les modulations du temps de travail. Il s'agit ici des variations de la durée du travail liées aux formes d'emploi. Par exemple, au sein d'une même entreprise, on peut trouver des salariés qui travaillent à temps plein, d'autres qui travaillent à temps partiel, des salariés qui travaillent sous contrat CDD, d'autres sous contrat CDI. Il y a même des salariés qui travaillent au-delà des heures normales. C'est ce qu'on appelle les heures supplémentaires. Donc toutes ces variations-là ont un impact sur la masse salariale de l'entreprise. D'autres facteurs varient en fonction des décisions de l'entreprise d'augmenter les rémunérations soit de manière globale ou de manière individuelle, ou alors des facteurs qui ne sont pas le fruit de décisions des entreprises et qui sont plutôt liés à des changements du taux de cotisation sociale et des plafonds. Alors, ce qu'il faut tenir en tête, c'est que toute variation des rémunérations a des répercussions ou a des incidences d'une part sur le revenu du salarié et d'autre part sur les dépenses engagées par l'entreprise. Alors, ces incidences-là sont appréciées à partir ou à travers de trois types de variables que nous allons détailler par la suite. Donc, des variables qui mesurent l'impact des mesures d'augmentation générale ou catégorielle, des variables qui mesurent l'incidence des augmentations individuelles et finalement des variables qui mesurent l'incidence des variations d'effectifs. Alors commençons d'abord par les augmentations générales ou catégorielles. Ce type de variable prend en compte en fait l'incidence des augmentations de rémunération collective relatives soit à des augmentations de rémunération générale, c'est-à-dire qui concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise de manière uniforme, ou alors à des augmentations catégorielles attribuées à une catégorie ou à un groupe de salariés bien précis. Alors, elles peuvent être, ces effets-là peuvent être mesurés à partir de l'effet de niveau, l'effet de masse
ou l'effet de report. Alors, l'effet de niveau, c'est quoi? Alors, l'effet de niveau permet de mesurer l'évolution des rémunérations d'une personne ou d'un groupe de personnes entre deux dates données pour un même, bien sûr, niveau de qualification. Donc, généralement, cet effet est calculé de l'année N, enfin de l'année de décembre de l'année N jusqu'à décembre de l'année N plus 1. Nous avons l'effet de masse. L'effet de masse représente le rapport entre la masse salariale prévisionnelle de l'année suivante, N plus 1, par rapport à la masse salariale de l'année N, qui est l'année en cours. Donc pour faire simple, l'effet de masse permet de calculer le pourcentage d'évolution de la masse salariale annuelle, c'est-à-dire la masse salariale de N plus 1 par rapport à la masse salariale de l'année N. Et finalement, nous avons l'effet de report qui concerne l'incidence en masse sur l'année N plus 1 des mesures d'augmentation prises au cours de l'année N. Donc cet effet-là permet en fait de mesurer les répercussions des mesures d'augmentation de rémunération prises au cours de l'année N sur la masse salariale de l'année N plus 1. Donc passons maintenant aux augmentations individuelles. Alors les augmentations individuelles, contrairement aux augmentations générales ou catégorielles, prennent en compte l'ensemble des situations personnelles de chaque salarié, à savoir l'évolution de ses compétences, l'évolution de ses performances ou même l'évolution de son ancienneté au sein de l'entreprise. Donc ces effets-là sont mesurés par l'effet de GVT, glissement, vieillissement, technicité. Donc ce dernier permet en fait de connaître de manière exacte les conséquences des différentes augmentations d'ordre individuel sur la masse salariale. Donc il mesure les évolutions de la masse salariale liées à 3 catégories d'augmentation. Alors, nous avons le glissement. Il traduit le coût des augmentations au mérite. Donc, l'entreprise peut parfois attribuer des bonus au profit de certains de ses salariés. Donc, ces bonus ont forcément des répercussions ou alors des impacts sur la masse salariale, sur sa masse salariale. Alors nous avons le vieillissement, comme son nom l'indique. Le vieillissement mesure les effets d'évolution des taux des primes d'ancienneté. Donc les primes d'ancienneté se calculent sur la base des taux de primes d'ancienneté. Donc ces taux-là augmentent avec les années d'ancienneté. Donc l'évolution de ces taux-là ont forcément des ont forcément des répercussions sur la masse salariale de l'entreprise. Donc plus le salarié reste au sein de l'entreprise, plus ce dernier touche des primes d'ancienneté élevées. Et donc ceci va certainement avoir une incidence sur la masse salariale de l'entreprise. Donc la technicité correspond aux augmentations de salaire consécutives au changement de qualification. Donc c'est l'évolution des qualifications des salariés suite, comme on a dit tout à l'heure, à des promotions, à des avancements. Alors, nous allons passer maintenant aux effets liés à l'incidence des variations d'effectifs, donc c'est-à-dire l'incidence des variations ou d'évolution des effectifs des salariés sur la masse salariale de l'entreprise. Donc ces effets-là, en fait, ces effets-là permettent de prendre en considération les évolutions qui sont souvent les plus significatives, donc, car elles sont dues au départ, comme on a dit tout à l'heure, les retraites, les démissions, les licenciements, ou qui sont liées aux embauches, c'est les recrutements. Donc ces effets-là sont mesurés par l'effet Noria et l'effet effectif. Alors commençons par l'effet Noria. L'effet Noria correspond à un allègement, c'est-à-dire à une réduction de la masse salariale provoquée par le remplacement d'un collaborateur ancien par un jeune dont la rémunération est largement inférieure à celle de son prédécesseur. Alors, en fait, ce remplacement-là va permettre à l'entreprise de dépenser moins, donc réaliser un effet de Noria qui est positif. En revanche, un effet de Noria négatif se produit si l'on intègre des salariés qui sont plus âgés ou alors des salariés qui sont beaucoup plus qualifiés et qui demandent plus en termes de rémunération.
Alors finalement, nous avons l'effet effectif. L'effet effectif mesure ou traduit l'incidence des évolutions d'effectifs d'une période à l'autre sur la masse salariale de l'entreprise. Donc si cet effectif-là augmente, c'est-à-dire l'effectif des salariés au sein de l'entreprise augmente, la masse salariale augmente et inversement. Donc cela explique de nombreuses décisions de licenciement que l'entreprise se trouve parfois contrainte de prendre, notamment en période de crise ou de difficultés économiques. Alors certaines entreprises en fait se trouvent contraintes de se séparer de certains de ses salariés. Donc justement dans le but de diminuer leur masse salariale et donc leur coût. Donc pour diminuer ceci, donc elles sont contraintes de diminuer leurs effectifs. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la partie relative au calcul du salaire. Donc, notamment les éléments constitutifs du salaire brut imposable, du salaire net à payer. Alors, il faut savoir qu'au moment du versement du salaire, un bulletin de paie doit être obligatoirement remis aux salariés. Et très peu de salariés comprennent ce qu'il y a dedans. Donc, commençons par le commencement. La première ligne du bulletin de salaire indique le salaire brut. Alors, qu'est-ce que le salaire brut? Le salaire brut, c'est le salaire de base. Le salaire de base, c'est quoi? Le salaire de base, comme on a dit la dernière fois, correspond au salaire nominal fixé en fonction des qualifications du salarié. Donc le salaire de base est également appelé le salaire de qualification. Donc au salaire de base viennent s'ajouter les éventuelles heures supplémentaires. Donc les heures supplémentaires, c'est quoi? Ce sont donc les heures travaillées, enfin ce sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail qui est de 44 heures. Voilà, donc ensuite il y a les primes d'ancienneté. Donc les primes d'ancienneté par exemple, donc c'est comme on a expliqué tout à l'heure au niveau de la partie relative à l'effet de GVT, plus précisément l'effet vieillissement. Donc on a dit que les taux des primes d'ancienneté augmentent avec les années d'ancienneté. Alors, par exemple, pour une personne qui a plus de 2 ans d'expérience, donc le taux qui va être appliqué, c'est 5%. Pour une personne qui a plus de 5 ans, c'est 10%. Qui a plus de 12 ans, c'est 15%. Et j'en passe. Donc la prime d'ancienneté se calcule sur la base du salaire de base, sur la base également des heures supplémentaires et sur la base du taux que nous venons de présenter. Donc, viennent s'ajouter également les indemnités, les gratifications, les avantages en nature. Donc, tous ces éléments, nous les avons déjà expliqués au niveau des composants, de la partie relative aux composantes de la rémunération globale. Donc, en additionnant l'ensemble de ces éléments, on obtient donc le salaire brut global. Passons maintenant au salaire brut imposable. Alors, le salaire brut imposable, c'est quoi? Le salaire brut imposable, c'est le salaire brut global moins les éléments exonérés. Donc, quels sont ces éléments exonérés? C'est toutes les indemnités versées aux salariés, justifiées et destinées à couvrir les frais engagés dans l'exercice de sa fonction ou de l'emploi de manière générale. Donc il s'agit des indemnités journalières de maladie, d'accident, de maternité, les indemnités de déplacement, de transport, de représentation, et j'en passe. Alors par exemple, les indemnités l'indemnité de représentation ne doit pas, par exemple, dépasser 10% du salaire de base. L'indemnité de transport est plafonnée à 500 dirhams dans le périmètre urbain et à 750 dirhams en dehors du périmètre urbain.
Donc il y a également l'indemnité d'usure des vêtements qui ne doit pas dépasser 100 dirhams, etc. Donc en déduisant ces éléments-là, on obtient le salaire brut imposable. Alors passons maintenant au salaire net. Alors concernant le salaire net, donc c'est le salaire brut global moins l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu est également le fruit d'un calcul sur la base de taux. Chaque taux correspond à une tranche de revenus en dirhams qui permet en fait d'avoir une somme à déduire, bien sûr, du salaire brut global. Donc, il y a des tranches, par exemple, pour la tranche de revenus en dirhams entre 2500 et 4166 dirhams, donc le taux applicable est 10%, donc soit une somme à déduire de 250 dirhams de l'IR. Viennent après les différentes cotisations sociales. Donc comme on a dit la dernière fois, ce sont les sommes qui sont déduites du salaire brut global et qui sont versées à des organismes publics pour la santé, la retraite, la prévoyance. Donc nous avons par exemple la CNSS. Donc alors pour la CNSS, il faut toujours vérifier les taux à partir de la loi de finances ou alors le site officiel de la CNSS. Pour le taux de la CNSS, il s'agit de 4,48% plafonné à 6000 dirhams, soit une déduction de 268 dirhams, 8 centimes par mois. Donc il y a également l'assurance maladie obligatoire qui est non plafonnée et dont le taux est 2,26%. Donc il y a également les avances et les prêts retenus sur les salaires. Donc vous savez parfois il y a certaines entreprises qui attribuent des prêts à leurs salariés, donc des prêts bien sûr sous conditions propres à chaque organisation. Donc bien sûr ces prêts-là sont retenus ces prêts-là sont également déduits du salaire brut global. Il y a également des salariés qui demandent des avances sur salaire, qui sont également déduits du salaire brut global. Donc en déduisant l'ensemble de ces éléments-là, c'est-à-dire l'IR, la CNSS, la mutuelle, les retraites complémentaires, les avances, les retenues sur salaire, on obtient le salaire net à payer. Donc c'est ce que le salarié perçoit à la fin de chaque mois. Alors, pour finir, en guise de conclusion de ce chapitre relatif à la rémunération ou au système de rémunération, il est important de rappeler l'importance du système de rémunération et dans la politique RH de l'entreprise. Donc, d'ailleurs, ce dernier occupe une place centrale, non seulement dans la politique RH, mais dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, le système de rémunération se trouve au cœur des équilibres financiers et sociaux de l'entreprise. Donc, son importance découle de deux faits principaux. Donc, le premier fait réside dans le fait que ce système présente un impact ou un impact direct sur les comportements et les attitudes des salariés au sein de l'entreprise, notamment leur engagement, leur implication, leur motivation, etc. Et le deuxième fait réside dans la part considérable qu'occupe la rémunération dans les coûts de l'entreprise. Donc voilà, un bon système de rémunération est un système qui est lié à la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il décline l'ensemble des objectifs tactiques et stratégiques de l'entreprise. C'est un système qui est équitable, qui assure une certaine équité en interne. Donc, comme on a expliqué la dernière fois, une personne peut se sentir très injustement traitée en apprenant que pour un poste comparable, un collègue ou une collègue est mieux payé. Donc voilà, un système de rémunération doit être compétitif. Donc comme on a dit,
Il est difficile d'attirer, encore moins de retenir les salariés au sein de l'organisation avec des salaires qui sont inférieurs au marché. Un bon système de rémunération est un système motivant et fédérateur. Donc voilà, donc motivant, notamment en individualisant les salaires, l'entreprise va pouvoir motiver davantage ses salariés. Fédérateur, nous avons donné l'exemple, par exemple, des primes d'équipe, ou alors l'exemple des suppléments de rémunération ou de la rémunération collective qui permettent en fait de renforcer et de favoriser la cohésion et l'esprit d'équipe chez les salariés au sein de l'entreprise. Donc un système de rémunération est un bon système de rémunération est un système qui est flexible, qui est adapté aux résultats de l'entreprise et également qui prend également en compte les attentes et les besoins des salariés. Donc, c'est aussi un système contrôlé. Donc, comme on vient de voir au niveau de cette deuxième partie, l'entreprise doit absolument intégrer un certain nombre de variables, de KPI, d'indicateurs qui vont lui permettre en fait de faire le suivi et l'analyse de sa masse salariale. Donc, un bon système de rémunération est un système également transparent, donc qui se base sur une grille de salaire bien détaillée et une grille de salaire qui est accessible à tous, à tous les salariés, à tous. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, nous avons dit que la grille des salaires, c'est un document interne à l'entreprise, donc qui permet de présenter de manière détaillée, de manière très très claire, une fourchette, une fourchette, c'est-à-dire des rémunérations maximum et des rémunérations minimum pour chaque poste au sein de l'entreprise. Donc voilà, un système de rémunération est un système partagé, segmenté et un système surtout cohérent avec les différents outils RH de l'entreprise. Donc le système de rémunération doit être cohérent avec, euh, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise, avec les pratiques de formation, les pratiques de recrutement, et j'en passe. Donc voilà, donc la deuxième, le cours relatif au système de rémunération touche excusez-moi, à sa fin. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à mardi. Au revoir.